Monsieur Plantu, qui vient nous voir régulièrement, et je le salue. Comment allez-vous ? Merci de me recevoir, c'est sympa. Il est arrivé dans ce studio, la première chose qu'il a dite, c'est j'écoutais l'ambiance et l'accent de sa voix, je me serais pas lancé. Voilà ce que vous avez dit. L'accent, oui. Vous n'avez pas trouvé que c'était audacieux? C'est-à-dire qu'il faut être sûr de son coup et vous savez, quand on fait des dessins, des fois on se dit bon, je vais essayer de faire un cliché de telle ou telle région, tel pays, et à la fois maintenant, je pense qu'il faut ne rien lâcher, il faut le faire le boulot, il faut dire jusqu'au bout son opinion, mais à la fois il faut savoir qu'on peut être attendu au tournant par des gens qui n'attendent que le petit dérapage. Exactement. Vous êtes né où? Vous êtes Paris. Vous êtes un Parisien. Mes parents aussi, mes grands-parents aussi. Et que faisaient vos parents pour que vous soyez si doué? Mon père, il était SNCF. Il dirigeait un bureau de dessin industriel, et alors c'était très à la ligne, hein, vraiment, il construisait des machines, et il faisait des plans de machines électriques pour la gare d'Austerlitz, et j'ai certainement bénéficié de son regard scrupuleux sur le sens d'une image. Je me souviens qu'il m'aidait à illustrer les fables de La Fontaine, et donc je me disais comment il dessine le loup, comment il dessine le renard. Voilà, ça me... Et vous avez gardé des dessins d'enfance, de petite enfance, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui serait peut-être encore plus intéressant que les dessins de l'adolescence, mais par exemple à 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas si déjà... Ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Et il y a un tableau que j'ai fait quand j'avais 16 ans au lycée, et que mon surveillant général le trouvait tel. J'avais fait un portrait de Voltaire. Bon, il y avait des statues de Voltaire au lycée où j'étais, et le surveillant général m'a demandé est-ce que je peux garder la toile, la peinture à l'huile. Et il y a les descendants de ce surveillant général qui m'ont envoyé la photo, c'est dans leur salon, et je suis très fier de voir cette peinture de Voltaire, mais j'avais 16 ans. Et j'ai l'impression aussi, rien d'avant. J'ai l'impression, et peut-être que c'est la première fois qu'on vous pose une question comme ça, j'ai l'impression aussi que lorsqu'on sait dessiner comme ça, c'est une manière, c'est une séduction possible pour la gente féminine. Il a tout compris. Il a tout compris. Je suis sûr que ça marche. Mais je le dis aux enfants dans les écoles. Je leur dis, écoutez, d'abord je leur dis souvent une question un peu casse-gueule, alors que pour moi elle ne me paraît pas casse-gueule. Je leur dis, est-ce que vous avez une passion? Alors déjà, là il y a un petit moment de silence. Je dis, mais quand vous aimez, vous faites un poème. Quand vous faites la fête des mères, vous faites un dessin pour la maman. Voilà. Quand vous avez un petit faible pour tel ou tel, vous faites une chanson et puis un petit dessin. Voilà. Et je leur montre une petite vidéo qui dure 30 secondes que vous pouvez trouver sur Google. C'est le poisson bulle. Et le poisson bulle est un poisson à 12 000 mètres qui dessine une rosace, mais comme la Notre-Dame. C'est extraordinaire. Vous faites poisson bulle, la rosace de Notre-Dame, il dessine une étoile merveilleuse, une rosace comme Notre-Dame. Et comme par hasard, la femelle arrive, et tchac. Et en Nouvelle-Zélande, il y a un oiseau qui collectionne, et ça plairait à Europe 1, il collectionne toutes les capsules de bière bleues. Bon, on ne sait pas pourquoi, parce qu'apparemment, la femelle, elle aime que le bleu, elle est voie du bleu d'ailleurs, et elle se fait machiner au moment où il a son petit stock de capsules de bière bleue. Bon, c'est vrai que un poème, je suis pas sûr que ça a la force de la séduction si vous écrivez un poème pour une jeune femme, alors que le dessin c'est démonstratif, on le voit tout de suite. L'autre jour vous avez parlé de Robert Hirsch, oui. Je me souviens, j'avais une fille de 16 ans, je lui ai dit, toi aussi t'aimes Robert Hirsch? Mais alors ça l'a rendu dingue. Jacques Charon, Robert Hirsch, Michel Duchossois. Et du coup, on est allé à la Comédie Française. Et puis pas que. Ah oui, bien sûr. Non mais ça, et puis alors ça, c'était dans les années 70, c'était peut-être le fil à la patte, la fameuse représentation. C'était Bouzin, voilà. Et puis c'était Tartuffe. Mais vous avez vu Robert Hirsch de visu? Je l'ai même attendu. Mais vous savez, je fais des photos tout le temps. J'ai attendu. Je vais prendre une photo de vous. Oui. J'ai attendu. Vous n'allez pas la vendre cher. Hein. Non, mais c'est parce que je peux pas m'empêcher de faire des images. Et j'attendais Jacques Charon, Robert Hirsch, Place Colette. Je ne sais pas si ça s'appelait déjà Place Colette déjà à l'époque. Bien sûr, à la Comédie Française. Et à chaque fois, je prenais des photos floues. Bon, et la mort de Gaulle, je suis allé à Notre-Dame.
Parce Et que vous aviez quel âge là, à la mort de De Gaulle? en 70, j'avais 19 ans. Et je me suis retrouvé oui. à 5h du matin. Non, mais c'est vrai que vous faites jeune, en fait. Ah oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai. 1950, vous êtes. 51. Oui, non, mais vous êtes un mais c'est baby parce boomer, que, mais à vous force êtes d'être jeune. dans le dessin, Oui. moi, mon miroir, il me dit autre chose, mais on croit encore qu'on est un peu comme on est des adolescents. Mais en fait, mon miroir, il me dit autre chose quand même. Bon, Plantu est avec nous et comme toujours, moi je pars d'une question et puis j'arrive à une autre et je me mets en retard parce que je voulais quand même, voilà, monsieur Boubouk, ça le fait rire parce qu'il connaît le rythme de cette émission. Parlons quand même de l'arrestation de Mohamed Amra en Roumanie, le narcotrafiquant le plus recherché de France. Il a accepté dimanche sa remise aux autorités françaises. On rappelle que le 14 mai 2024, le détenu multirécidiviste surnommé Lamouche avait été extrait de sa cellule pour être amené à un juge d'instruction. Un commando en a profité pour attaquer à la voiture bélier et au fusil d'assaut le fourgon pénitentiaire pour le libérer. Dans l'attaque qui a eu lieu au péage d'Incarville, dans l'heure, 2 agents pénitentiaires ont été tués, 3 ont été blessés. Les 2 agents tués sont Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Le ministre de l'Intérieur roumain a affirmé hier soir que Mohamed Amra voulait faire des opérations de chirurgie esthétique en Roumanie et comptait quitter le pays pour la Colombie. Je vous propose d'écouter Dominique Garcia, parce que Dominique Garcia, c'est le père d'Arnaud Garcia, qui est donc cet agent pénitentiaire tué lors de l'attaque du fourgon au péage d'Incarville, et il est interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1. Mon premier sentiment, c'était, j'étais rassuré, très très rassuré, me disant, bon, enfin, il a été interpellé. Après, tout de suite, dans la foulée, je me suis dit, ça y est, on va attaquer une autre phase judiciaire. Et j'ai pensé tout de suite à Marie et à la petite fille en leur disant que je vais les appeler pour leur dire, mais j'ai appelé Marie, elle était au courant. Donc, elle m'a dit que oui, elle était informée et elle attendait un coup de téléphone de monsieur Darmanin. Donc, j'ai attendu un petit quart d'heure. Elle m'a rappelé à l'issue et bon, monsieur Darmanin a confirmé l'interpellation en Roumanie. Donc maintenant, bon, on va arriver dans les incarcérations de chacun en attendant, en détention. Et puis il y a la phase d'instruction qui va faire avec les confrontations pour connaître qui a fait quoi et quoi a fait qui, hein, si je peux dire. Et puis après, j'attends là au tribunal pour le voir en face, quoi. La confrontation visuelle dans l'audience. Et surtout de se connaître et de voir qui a tué mon fils, quoi. C'est pas moi qui baisserai en premier, hein. Ça c'est sûr que je vais pas avoir honte de ça. Au contraire, moi j'ai simplement le malheur d'avoir perdu mon fils, tout comme la famille Moello, hein. Je parle pour tout le monde. Donc non. Je pense que s'il y a quelqu'un qui doit avoir plus honte, c'est eux, quoi. Donc c'est pas nous. Sur Europe 1, à 11h53, Dominique Garcia, le père d'Arnaud Garcia, qui est l'agent pénitentiaire tué lors de l'attaque du fourgon au péage d'Incarville. On a appris ce matin que une quinzaine de nouvelles interpellations, c'est une source proche du dossier, ont été faites ce matin. Ces nouvelles interprétations dans la région de Normandie, de l'Eure et de Rouen. Dominique Garcia, écoutons-le une deuxième fois. Cette fois-ci, il parle du quotidien sans son fils, pour lui, sa belle-fille et sa petite-fille. C'est tous les jours difficile parce qu'on pense toujours Arnaud est présent à tout moment. Et donc, dans toute conversation ou dans n'importe quel geste, Arnaud est présent pour nous. Donc, sa maman est là en permanence pour la gamine, et elle lui parle de son père, et on fait tout pour que la gamine sache que son père est mort en héros et que elle doit être fière de son père, comme moi j'étais fier de mon fils. Elle a 3 mois et 24 jours aujourd'hui. Je vous dis que sa maman lui parle en permanence de son papa. Elle a un regard vers les cadres qui sont installés dans la maison. Donc est-ce elle prend conscience, mais elle sera élevée dans cette pureté familiale, quoi. Ça fait plusieurs fois que je l'entends, Dominique Garcia, et lui-même était, je crois, dans la police, hein, où il était lui-même agent pénitentiaire, comme son fils. Et ce qui est extraordinaire, à chaque fois que je l'entends, c'est que la vie est là. La vie est là, c'est-à-dire qu'il y a une petite fille qui est née, il y a cette femme qui était promise à son fils, et puis la vie est là et elle continue, et il l'élève dans le souvenir de son fils. Et cette fille, il dit des choses très touchantes d'ailleurs. Il dit cette fille sera élevée dans le culte de son père qui était un héros.
Et ça, c'est touchant, Plantu. Je ne sais pas si ça vous touche comme moi. Ce qui est touchant, c'est que le gars qui a participé à cette boucherie qui avait tué tout le monde pour la libération, il s'est fait teindre en orange. Oui, orange. Et il s'appelle La Mouche. Mais moi, je l'ai dessiné avec des mouches, ce qui fait que le gars en Roumanie ou ailleurs, il est orange avec des mouches. Il n'y a plus qu'à le suivre. Ça, c'est le côté, vous voyez, quand vous dites la vie reprend, c'est qu'on peut, sur un drame, une tragédie, c'est le cas pour le drame qui est arrivé à ces responsables de la pénitentiaire, et puis, résultat, on peut aussi rigoler sur le fait qu'il y a des pieds nickelés qui se font piquer un peu partout, soit à Caen ou à Bucarest. On va marquer une pause. Plantu est là ce matin parce qu'il y a un dessin qui nous a évidemment touché, puisque vous rendez hommage et vous regrettez la fermeture de C8. Donc on voit touche pas à mon poste, on voit un téléspectateur et on voit, il est très réussi évidemment le dessin, et on voit un homme qui part avec un écran de télévision. Cet homme a un bleu blanc rouge, comment dit-on, une écharpe bleu blanc rouge. Donc on comprend, c'est ça la force d'un dessin. Donc on comprend que c'est le pouvoir avec cette écharpe. Et en fait, il y a une paire de ciseaux également. Il a coupé le cordon. Et c'est évidemment un éditorial que vous faites depuis toujours. Et c'est un dessin. Ça vient tout seul au bout des doigts. C'est-à-dire que ça fait des semaines et des semaines que je suis... en plus, je vais vous dire, je suis pas sous le charme de Hanouna, mais voir une chaîne de télévision fermée, très franchement... ça vous a touché. Donc ce dessin de Plantu qui fait écho pour la chaîne C8. D'abord, on peut le voir où aujourd'hui, ce dessin sur votre... Sur ma page Facebook, X, et puis Instagram. Alors, on a un homme qui manifestement est en train de regarder la télévision chez lui. Il est dans son fauteuil, et puis vous avez une personne qui est en train de débrancher, qui part avec le poste de télévision. Il a débranché la prise. Il a une banderole, pas une banderole, une écharpe bleu, blanc, rouge, et on comprend que c'est quelqu'un de l'État. Il y a une paire de ciseaux, et puis il y a ce monsieur qui dit « Touche pas à mon poste », qui est l'émission de Cyril Hanouna. Mais je me suis dit, en voyant, et je pense qu'on se pose toujours la question quand on est un créateur, si vous mettez pas touche pas à mon poste, ça a la même puissance d'une certaine manière. Le dessin, il existe quand même sans cette bulle. Mais il existe. Vous n'imaginez pas à quel point, quand on cherche une image comme ça, au bout des doigts, on fait le dessin, et touche pas à mon poste a évolué le terme de la bulle du personnage qui était censé regarder sa télé, qui disparaît, et il y a eu des évolutions. Et puis à la fin, dans ma tête, il doit y avoir des petits, comme Milou, vous savez, il y a un petit Milou ange et un petit Milou diable, qui dit tiens, rajoute ça, enlève ça, rajoute ça, et à la fin, ça devient mon dessin que vous avez sous les yeux. Mais il a plusieurs étapes. Et j'avais posé ça souvent à des gens, par exemple, qui écrivent, ces gens d'Ormesson, qui disaient que la page publiée, c'est la 9e écrite. Et moi, je dis aux enfants dans les écoles, je leur dis les brouillons sont les parents des dessins publiés. Parce que même les brouillons détestables, les brouillons ignobles, je me souviens que j'avais fait des dessins sur le pape Benoît XVI, qui était une horreur, mais si j'avais pas trouvé cette horreur-là, j'aurais pas trouvé le dessin final qui, lui, a été publié à l'Aine du Monde. Non, mais ça, c'est très intéressant. Effectivement, ce travail de création, c'est... faut laisser sortir. Exactement. Faut tout laisser sortir, même les choses tout à fait condamnables et limites, mais on ne peut rien faire s'il n'y a pas ce passage obligé. C'est pour ça que je dis aux jeunes, aux élèves dans les écoles, je dis lâchez-vous. Mais même que je leur dis souvent, on est 300. Là, si on est 299 à penser quelque chose, et toi, le 300e, tu as envie de dire quelque chose de différent, dis-le. C'est peut-être une bêtise, on s'en fout. Si c'est un dérapage, c'est pas grave, pourvu que, au bout du compte, ce soit un dérapage contrôlé et qu'on puisse te respecter, et que tu puisses nous respecter. Mais je suis d'accord avec vous, et c'est vrai que parfois, alors ça, c'est peut-être l'esprit français, on culpabilise un peu celui qui veut prendre une initiative, prendre une idée, veut dire une chose peut-être qui est peut-être pas formidable. Je travaille dans le casse-gueule depuis 1972, et le fait d'avoir créé Cartooning for Peace, cette association que Kofi Annan m'a
demandé de créer. Je suis en lien avec tous les dessinateurs de la planète. Est-ce que je suis d'accord quand je les défends avec tous les dessins qu'ils font Non, pas forcément. Mais à la fois, c'est une famille. Et c'est la seule association Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, où aucun des dessinateurs n'est d'accord. Personne n'est d'accord, sauf le débat. Là, le débat, on est tous d'accord. Bon, là, vous étiez d'accord, évidemment, pour défendre C8. Oui, vous trouvez et que c'est injuste et que c'est pas convenable que la chaîne soit fermée. Non, ça me choque. Et en septembre, il se trouve que j'ai été reçu par le président du Conseil d'État, et je l'ai surpris en lui disant « Faites pas ça, ne fermez pas C8 », parce qu'il était étonné. Et il était tellement étonné, le président de la Cour du Conseil d'État, que je me suis dit « Oh là, je suis en train de le faire changer ». Et j'étais persuadé qu'il reviendrait sur le début de proposition qu'ils avaient en tête. Et moi, je l'ai surpris, et mon boulot, c'est de surprendre tout le monde. Je ne veux jamais qu'on puisse compter sur moi. Je vais être le gars... Pas qui déçoit tout le monde, parce que je n'ai pas envie de décevoir, mais je veux pas qu'on compte sur moi. Et donc, je veux avoir une liberté de pensée qui, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Alors, ce qui est étonnant, c'est que moi, je vous connais pas beaucoup, mais ça fait plusieurs fois que vous venez. Il y a aucune agressivité. Je n'arrive pas à savoir ce que vous pensez politiquement. Je sais pas. Alors, voilà, mais c'est bien, vous voyez, par exemple. Voilà, je peux deviner quand même. Je sais ce que vous ne pensez pas, je dirais. Voilà, je peux imaginer ce que vous ne pensez pas. Non, j'ai des combats. Quand je vous entends sur Europe 1 ou quand je vous vois sur CNews, je vois bien qu'il y a une motivation que vous avez, pourquoi pas, et moi que je respecte, pour la droite, une droite plutôt... Oui, quand même. Mais vous vous trompez. Moi, je le ressens comme ça. Mais vous vous trompez. Je le ressens comme ça. Ça dépend sur quel sujet. Et je sais qu'à chaque fois que vous voulez inviter des Macron ou des gens qui veulent pas venir, je le regrette. Même le directeur de la Comédie Française, que vous auriez bien aimé inviter. Exactement, je pense qu'il pense. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Mais par exemple, sur tous les sujets sociétaux... C'est un combat. La droite, pour moi, des gens de droite que je respecte, les gens qui sont même à l'extrême droite, je veux les entendre. Vous voyez, c'est ça ma force éditoriale, c'est que je veux entendre tout le monde et je me nourris de ce que disent tout le monde. Et à partir de là, je dis ah d'accord. Même aussi dans les écoles, je leur dis moi je suis pour l'avortement. J'ai peut-être tort. Et je veux entendre la parole de gens qui sont contre l'avortement. Et on ne sera pas d'accord, c'est pas grave. Je veux les entendre, je ne veux pas les mépriser. Et c'est peut-être en ça que je réponds mieux à votre question. Là où vous faites erreur, et parfois on est caricaturé, tel que vous venez de le faire, c'est que sur le plan sociétal, moi, je me trouve toujours avec les progressistes, c'est-à-dire sur la GPA, la PMA, le mariage pour tous ces sujets-là. Je me retrouve toujours du côté des progressistes, toujours. Pourquoi ? Parce que je pense que la société ne change pas fondamentalement à cause de cela, et au contraire, tu donnes des droits à des gens qu'on n'avait pas. Bon, en revanche, là où je suis très conservateur, c'est sur les mœurs françaises, sur l'histoire française, sa culture, bon, là, effectivement, j'ai pas envie de voir mon pays, mais je pense dire une chose qui est partagée par le plus grand nombre, je suis attaché à certaines valeurs traditionnelles françaises. Mais quand vous défendez les prisons au Salvador, moi, vous faites un boulot de caricaturiste. Non, là, c'est un peu du second degré. Je défends les buts. Vous avez bien compris dans l'état d'esprit dans lequel on dit ça. Je comprends comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui pensent que oui, il faut traiter les prisonniers comme au Salvador. Je suis pas fou. Mais que vous fassiez un boulot de caricaturiste, moi je vous dis bienvenue au club. Qu'il y ait des gens qui pensent ça, j'en suis sûr en France, mais ne me faites pas le procès d'imaginer qu'il faut mettre 50 personnes dans une même prison, avec un seul repas par jour, et sur un matelas qui n'en est pas. Étendu, etc. Mais je vous assure, c'est pour ça que c'est... Nous, on n'est pas... Moi, je suis pas militant, donc je peux pas être de droite ou de gauche, je ne suis pas militant. En revanche, je peux me retrouver sur certains camps, là, un autre camp là, et c'est vrai que sur le plan économique, moins il y a d'États, mieux ça marche. Je me rends compte que moins il y a d'États, mieux ça marche. Donc tu es plutôt libéral. Voilà, tu te retrouves plutôt dans ce camp-là. Et pour rester sur le Salvador, moi je suis en lien avec un dessinateur qui s'appelle Alessous, et qui est un grand dessinateur du Salvador. Et lui, il a voté parce qu'il aimait le président, il y a 5 ans. Et quand il a été réélu, maintenant il m'a dit, oh là, maintenant, faut faire gaffe parce que maintenant je suis un peu menacé.
Voilà. Et alors c'est vrai qu'il a réglé beaucoup de choses sur les gangs et sur la drogue, mais à la fois ce dessinateur qui a voté, ça m'intéresse, le gars, l'artiste, le créateur, qui a aimé cet homme politique, qui maintenant dirige au Salvador, et maintenant le gars il dit, bah non, je reviens un petit peu sur ma proposition et mon vœu. Je reviens te chercher. Il est 12h12, superbe chanson de Gilbert Bécaud. Je reviens. Reprise par la chanteuse dans Fauteuil d'orchestre. Elle est ouvreuse de cinéma. Dany chante « Je reviens te chercher ». Et vous avez raison. Et j'ai pleuré. Mais vous avez raison. J'ai encore la chair de poule. Vous avez raison. C'est un joli film, Fauteuil d'orchestre. Extraordinaire. Il y a longtemps que je ne l'ai pas revu. C'est un film magique. C'est un film de la fille de Gérard Houry. Exactement, qui s'appelle Daniel Thompson. C'est un très joli film. Il y a Claude Brasseur dedans. Oui. Il y a effectivement Dany. Oui. Il y a longtemps que je ne l'ai pas revu. Je reviens te chercher. Elle a ses écouteurs. Elle fait son boulot d'ouvreuse. Mais c'est merveilleux. Mais c'est une des plus belles chansons de Bécaud. Mais c'est une des plus belles chansons de la chanson française. Mais je suis d'accord. Vous voyez, l'avantage. Alors, ce qui est bien avec Plantus, c'est qu'on peut parler de tout. Oui. C'est le charme de la conversation française. De quoi ne pourrait-on pas parler d'ailleurs? Et puis vous êtes venu, c'est très délicat à chaque fois parce que vous venez avec l'écharpe bleue d'Europe 1. Non, mais c'est mon écharpe. Mais j'ai pensé à vous. Non, je pensais que c'était une délicatesse pour nous. C'est exactement le même bleu. Hein. Oui. Mais c'est le bleu, comment on dit, bleu électrique? Bleu roi. Vous croyez que c'est bleu roi, ça? Renseignez-vous, Géraldine. Renseignez-vous. J'ai trouvé d'ailleurs Il est un peu plus chaud que le bleu roi. Un peu plus chaud. Alors oui, là vous parlez à un spécialiste, évidemment. Mais il ne m'a pas compris. Il doit y avoir, moi je dirais 5% de magenta là-dedans. D'accord. C'est quoi le magenta? Le rouge. Il y a du 100% cyan, je dirais 85 à 90% de cyan. C'est quoi le cyan? Le cyan, c'est le bleu. Et pourquoi on dit cyan? Ça s'écrit comment? C'est MJN, c'est ce qu'on apprend quand on fait de l'imprimerie. C comme cyan, M comme magenta, J comme jaune, compris autre chose. Et N comme noir. Vous aussi, vous aviez compris autre chose. Hein, bon. Ah oui, on avait compris autre chose. C'est MJN. Et donc on fait un mélange. Et dans l'œil, ce qui est plutôt logique pour un peintre et un décorateur. Ça, c'est un raja. Ça veut dire, tous les imprimeurs vous diront ça. Il y a 100% de rouge et 10% de noir. Et vous peignez aussi au-delà du dessin? Je fais de l'aquarelle aussi. J'ai fait longtemps des petites sculptures. J'aime tout ce qui est. Et j'ai participé avec un jeune qui fait des tags sur les murs. Il a fait dans le 13e arrondissement. Il a repris un dessin que j'ai fait en hommage à Charlie Hebdo sur un immeuble du 13e arrondissement, un dessin que j'ai fait d'après Delacroix. Je reviens te chercher. Alors, je reviens te chercher, puis on va revenir avec la chanson de la semaine. Vous la connaissez pas, la chanson de la semaine? Parce qu'on on a une chanson de la semaine. Chaque semaine. Chaque semaine, par définition, on a une chanson de la semaine. Ça fait un mois qu'on fait ça. Et là, la chanson de la semaine, vous allez comprendre, elle est pour Géraldine Amont. Oui, vous l'avez passé tout à l'heure. Je ne savais pas qu'elle était de 25. 24. Mais j'adore les nouvelles chansons. Je ne sais pas si vous partagez cette passion. Ah, mais je suis... Mais voyez, ça, c'est la culture française. Exactement. C'est ça, la culture française. Je pense que c'est des choses essentielles. Oui. Et allez, on bascule un peu sur Charles Trenet. Oui. Peut-être que... cette chanson Que reste-t-il de nos amours, je pense que ça aussi fait partie des choses essentielles. Et c'est fait couper les cheveux, c'est peut-être à cause des garçons qui s'étaient fait couper les cheveux. Non, mais parce que ça fait couper les cheveux ce week-end. C'est pour ça. En 25, c'était pas comme ça. Non, en 25, c'était loose. Vraiment